bonjour à tout le monde. Merci pour participer à cet échange que nous ferons autour de la maquette digitale. Alors, nous avons préparé ensemble, bien sûr, une présentation, on va expliquer. La dynamique de cette présentation, ça va être déjà un dialogue entre nous, mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des choses intéressantes à poser des questions. Voilà. On n'attendra pas la fin de la présentation pour poser des questions. Et on va continuer comme ça. D'accord ? Bon, voilà. Donc, merci. Donc, Javier Procel. Donc, je suis chef de projet et référent en tout ce qui est rapport à la simulation immersive chez Renault. Je suis aussi animateur d'une entité qui s'appelle XR InnovLab, qui nous permet en fait d'aller voir les technologies qui arrivent sur le marché et nous, en prémisse, on voit comment on peut les intégrer et développer de nouvelles expériences. Alors, la plateforme digitale, en fait, dans le petit carré haut à droite de la photo principale, en fait, c'est nos maquettes physiques. Donc, nos maquettes physiques arrivent à un certain moment de la conception. Et donc, elles vivent leur vie. Donc, c'est une photo à l'instant T des projets, mais ce sont des maquettes qui évoluent de manière permanente au niveau physique parce qu'il y a de nouvelles définitions, de nouvelles contraintes qui sont trouvées au niveau de l'ingénierie. Et donc, ce que nous, en ingénierie, on a proposé à nos métiers, en fait, au lieu de faire une maquette complète, attendre un certain temps du projet, en fait, aller le plus en amont possible, dès qu'on commence à voir les premiers traits et les premières géométries du véhicule, en fait, on va proposer des éléments physiques qui ne sont liés à l'homme et à l'utilisation de l'homme. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, avant, disons, quand on a commencé à utiliser les casques d'immersion, nos directeurs, nos propres utilisateurs, c'était tout noir ou tout blanc, ça veut dire ou tout physique ou tout virtuel. Et à l'utilisation du tout virtuel, on s'est rendu compte qu'on avait un problème, c'est comment les gens allaient être naturellement positionnés dans un cockpit. Voilà. Alors je vais faire un geste. J'adore faire ce geste. Alors, généralement, en fait, quand on veut faire du virtuel, je veux faire une accessibilité à un coffre. Ça veut dire que je vais mettre une mallette, je vais arranger des ustensiles derrière le coffre. En fait, si je fais ça, vous voyez, à un moment donné, je perds mon équilibre. Et donc, si je veux être réaliste, j'ai besoin de physique. Et donc, vous voyez, ces postures-là, je ne peux pas l'obtenir que si je n'ai pas un élément physique devant moi. Et donc, ce geste physique est le plus naturel que celui que je n'ai pas ici. Là, je ne veux pas l'équilibre. Je vais faire rapidement tomber, je ne veux pas tomber de l'estrade. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle le physique devient un élément nécessaire à la simulation. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est notre plateforme de simulation au niveau du poste de conduite. Et c'est un poste de conduite dans lequel, comme il y a trop fait des capteurs, nous pouvons, en fait, extraire des informations pour que nos métiers puissent faire des analyses. Alors, donc là, on a l'exemple du cockpit, mais on a d'autres exemples qu'on a commencé à travailler. Et vous voyez que dans tous ces exemples-là, il y a des éléments physiques qui sont présents, qui nous permettent en fait de contraindre les gens à faire le bon geste au bon moment. Par exemple, les simulations de trappe énergie, donc la trappe qui nous permet en fait de charger les voitures électriques, l'accessibilité au rang numéro 3 des véhicules, ou bien faire un parcours client dans une utilitaire avec des colis. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, et puis ça commence à prendre beaucoup d'ampleur chez Renault sur ce type de plateforme, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment justifié l'utiliser ? Et si la maquette évolue, ben, comment on va répondre à ces évolutions ? Parce qu'on ne veut pas revenir à la maquette physique, on veut rester aussi crédible longtemps possible. Et pour cela, en fait, là je fais appel à Thomas, on a créé, on s'est imaginé, tiens, il y a des choses à faire, et donc il y a des défis techniques et scientifiques à réaliser, et donc c'est là où Thomas intervient
comme doctorant. Thomas? Merci beaucoup Ravière, bonjour à tous. Donc je suis doctorant au Renault Group dans l'équipe de Ravière et également du coup doctorant ENSAM rattaché à Jean-Rémy à l'Institut Image à Chalon-sur-Saône. Et donc moi mon sujet de thèse s'intitule étude de la réalité mixte pour une maquette de synthèse phygitale. Donc la maquette phygitale, c'est ce qu'on a mis en place à Renault. Donc Ravière, si tu peux passer juste après. Donc en fait, comme l'a dit Ravière, à Renault, on est en train de digitaliser nos process, notamment de validation des maquettes des véhicules lors de la conception des véhicules. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle un conformateur, nous, qui est en fait un poste de conduite réglable, modulable, qui va nous permettre de reproduire la position de conduite, un poste de conduite de n'importe quel véhicule Renault, aux manières de réglage, notamment de la colonne volante, d'inclinaison du volant, etc., de la hauteur. Oh, il faut que je parle plus près. Pardon. Et donc, on va compléter du coup ce conformateur physique qu'on peut régler par le reste de la maquette véhicule en réalité virtuelle. Ce qui fait le problème dans tout ça, on retrouve plusieurs verrous techniques et scientifiques, c'est que comment on fait pour, à partir d'une seule base physique, simuler plusieurs véhicules numériquement. Je vous mets un exemple tout simple, par exemple. Est-ce que si je vous mets un volant carré dans les mains, un volant rectangulaire dans les mains, et que je vous affiche un volant rond, est-ce que vous allez vous faire avoir? En fait, le but de ma thèse, et donc toute la question autour de cette maquette végétale qu'on se pose à Renault et à laquelle je dois répondre, c'est à partir de quel moment ma simulation n'est plus acceptable, et cet écart entre le physique et le virtuel que j'affiche dans le casque fait que les utilisateurs ne vont plus se sentir immergés, que la simulation ne sera plus valide et donc qu'on ne pourra plus faire les tests qu'on faisait avant sur des maquettes physiques. Pour répondre à cette question, on a plusieurs verrous techniques à répondre, notamment sur la qualité du tracking des objets. Typiquement, vous voyez sur la vidéo, en fait, un des défis techniques consiste à arriver à recaler une maquette numérique sur les éléments physiques correspondants. Si j'ai déjà un écart de 2 à 3 cm entre mon volant physique et mon volant virtuel, alors que ce sont les mêmes volants, comment est-ce que je peux quantifier après avec des écarts de forme entre les deux? C'est une des premières questions auxquelles je dois répondre. Un deuxième verrou technique aussi, c'est sur la qualité et les méthodes d'incarnation des utilisateurs, puisque en fait, quand on va vouloir prendre le volant avec les mains, comment je représente les mains de l'utilisateur, et est-ce que ces mains sont assez précises, est-ce que ce système d'incarnation est assez précis pour du coup pouvoir faire des simulations de ce genre. Après, on retrouve aussi d'autres sources qui peuvent influer sur la qualité des interactions, notamment les déformations visuelles dans les casques. On sait tous que les lentilles des casques peuvent déforment l'image qui est affichée, et on peut se retrouver avec du coup une différence entre notre modèle numérique, notre CO classique, et la perception qu'on va avoir dans une simulation. C'est une des questions auxquelles je suis en train de répondre, où j'ai monté une manipulation. Comme une caractérisation d'un écran classique, on va caractériser l'affichage des casques en affichant un damier dans le casque et en le comparant à un damier de référence. Et on s'est rendu compte à Renault que sur les bords des lentilles des casques d'immersion, on se retrouvait avec des décalages de 2 à 3 degrés et donc des champs de vision, par exemple des véhicules, qui étaient du coup pas corrects, pas affichés correctement dans un casque. Et donc ce genre de technologies font que du coup ça bloque la simulation sur ce verrou technique. Et après, on a du coup d'autres verrous scientifiques qui sont associés à la problématique du phygital et de l'utilisation de la réalité mixte, comme par exemple la perception des distances, des échelles. Et pour ça, je vais passer la main à Jean-Rémy qui va mieux les expliquer que moi. Ok, donc bonjour à tous, Jean-Rémy Chandonnet, donc je suis professeur aux arts et métiers à l'Institut de Chalon-sur-Saône, et donc comme l'a dit Thomas, je dirige sa thèse avec Ravière. La collaboration avec Renault, c'est une collaboration qui est de longue date maintenant, parce qu'on a travaillé beaucoup sur ces problématiques justement de perception, de ressenti, de toucher, des problématiques qui sont cruciales en réalité virtuelle. La particularité, c'est que maintenant on rajoute le côté physique, et ça c'est un élément qui est important, parce que jusqu'à maintenant on a beaucoup travaillé en purement virtuel.
Et donc parmi les problématiques scientifiques, parce que c'est toujours bien de prendre un peu de perspective par rapport à ce qu'on fait d'un point de vue technique, et je pense que quand même quand on est un industriel, c'est important aussi de prendre du recul parfois sur les choses, avant de se poser sur des problématiques scientifiques. Typiquement, la problématique de la perception des échelles, des distances, c'est une problématique qui est connue dans la réalité virtuelle depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, enfin, on a du mal parfois à bien caractériser cette mauvaise perception des choses. On sait, d'après la littérature scientifique, qu'il y a effectivement une différence de perception de l'ordre d'à peu près 20%. C'est-à-dire qu'on perçoit les objets plus petits qu'ils ne sont réellement, alors que pourtant ils sont affichés exactement à la bonne échelle. Si on prend 1 mètre, on verra qu'effectivement, 1 mètre fait 1 mètre, il n'y a pas de problème. Mais on n'arrive pas à trouver des solutions, à comprendre pourquoi, et à trouver des solutions qui vont bien. Moi, souvent, je dis, entre guillemets, qu'on met des rustines souvent pour essayer de pallier à ce défaut-là. Et donc déjà qu'en réalité virtuelle, c'est compliqué d'avoir une bonne perception des échelles, la distance. Quand je touche un pupitre virtuel avec une main réelle, déjà, est-ce que je suis correctement placé parfois, je peux avoir l'impression que ma main, elle est soit devant, soit derrière, soit je ne sais pas trop où elle est en fait, en réalité. Et donc là, maintenant, on rajoute du physique. Alors, comme l'a dit Javier tout à l'heure, le physique, c'est important parce que ça donne quand même un repère qui est stable, qui est indéniablement. Mais est-ce que du coup, ce que je perçois en virtuel, c'est la même chose que ce que je perçois en physique? Alors, visiblement, non, c'est d'après ce que je viens de vous dire. Mais quand même, il faut le quantifier, il faut le vérifier. Et on sait que cette perception aussi, elle dépend de beaucoup de facteurs. Elle dépend de la manière dont on perçoit soi-même déjà les choses dans la vie réelle. Elle perçoit par exemple de la distance entre les yeux. Ça dépend aussi, comme l'a dit Thomas, de la caractéristique technique, des lentilles, etc. Donc tout ça, en fait, ça fait quand même un problème assez complexe à traiter. Et donc là, le parti pris qu'on a eu avec Javier et Thomas, là, c'est de dire déjà, est-ce que les casques qu'on nous donne, déjà, ils n'introduisent pas un biais supplémentaire déjà qui nous enlèverait déjà un poids, parce qu'effectivement, s'ils sont bien calibrés, s'ils sont bien faits, déjà on peut travailler sur autre chose, quoi. Voilà. L'autre problématique qui est importante, c'est par exemple l'incarnation. Dans la mesure où j'ai du physique en plus, c'est-à-dire que je peux voir aussi mon propre corps, mais quand je suis purement virtuel, je ne vois pas mon corps. Est-ce que c'est mieux de voir mon corps physique, par exemple mes jambes, mes bras, mes mains réels, dans un environnement qui est simulé virtuellement, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un environnement un corps purement virtuel qui n'est pas le mien, mais auquel je pourrais peut-être m'associer, ce qu'on appelle l'incarnation, en réalité virtuelle, embodiment en anglais. Est-ce que je vais quand même pouvoir avoir la même sensation que si je voyais mon propre corps? Ça, c'est des vraies questions également qui se posent. On arrive à donner ce sentiment-là d'incarnation, même avec des corps. Il y a des gens qui s'amusent quand on est un homme, par exemple, on les met dans un corps de femme. Et puis on regarde comment ils réagissent. Et on voit que c'est assez intéressant, parce qu'assez rapidement, en fait, les gens font la translation de dire, même si je suis un homme, parce que je suis habillé en femme ou parce que j'ai un corps de femme, je peux tout de suite m'imaginer à un moment donné que en fait, je suis une femme virtuellement. Donc on arrive à tromper le cerveau comme ça. Donc il y a quand même des questions qui se posent là-dessus, parce qu'évidemment, on a chacun une morphologie différente. En plus, dans le cadre de la conception d'un véhicule, on a notre manière de nous installer dans un véhicule, on a la distance avec les genoux, etc., par rapport au cockpit et autres. Tout ça, ça compte. Et donc finalement, on n'a pas la même géométrie virtuelle que la géométrie physique de notre corps. Ça peut poser problème. Donc c'est aussi de voir dans quelle mesure, finalement, est-ce qu'il vaut mieux avoir son propre corps, une représentation mais en nuage de points, une représentation purement fil de fer, une représentation autre. C'est des questions que Thomas se pose également dans sa thèse. Ce n'est pas juste des questions techniques, c'est vraiment des questions scientifiques de fond. Il y a la problématique de l'interaction. Tout à l'heure, Thomas a dit jusqu'à quel moment, en fait, la simulation elle reste valable par rapport au physique. Parce qu'à un moment donné, forcément, comme la simulation, le modèle virtuel, il est mis à jour régulièrement. À un moment donné, forcément, le modèle virtuel ne sera plus le même que celui physique. C'est logique. En plus, un conformateur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est, commun à peu près à plein de choses, plein de modèles différents. Donc, à un moment donné, forcément, quand on va toucher un endroit, virtuellement, peut-être qu'on va se dire que c'est bon, mais physiquement, en fait, non, parce que physiquement, en fait, la maquette, elle est ailleurs, quoi. Et donc, c'est aussi de dire, comment est-ce que je fais le lien de manière à ce que, même si je ne suis pas exactement pile au même endroit, j'arrive quand même toujours à me projeter dans la maquette virtuelle, alors que ma maquette physique, elle n'est pas bonne. Enfin, elle ne correspond pas, elle n'est pas à jour par rapport à la maquette virtuelle. Donc, c'est aussi des questions que l'on s'oppose par rapport à cela, parce qu'en virtuel, entre guillemets, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre du retour d'effort, on peut mettre des vibreurs, on peut mettre machin. Ce n'est pas un problème, parce que partout où on touchera, de toute façon, ça vibrera sans problème.
mais avec du physique qui est tangible, du coup, ça pose d'autres questions. J'ai mis également le cybermalaise. Alors, le cybermalaise, c'est quelque chose qui est assez courant en réalité virtuelle. Quand on est pleinement immergé en réalité virtuelle, hein, souvent, les gens qui mettent des casques, ils tombent malades au bout de quelques minutes, voire quelques secondes. Ça peut arriver aussi très rapidement, hein, qu'ils tombent malades. On a moins ce problème-là ici parce que déjà, on ne bouge pas. Généralement, le cybermalaise, c'est parce que quand on bouge dans un environnement virtuel, en fait, on a une différence entre ce que l'on perçoit de l'oreille interne, typiquement, et ce que l'on voit de la scène, c'est-à-dire le mouvement de la scène qu'on voit. Ici, comme on ne bouge pas, on n'a pas ce problème-là, mais ça peut être intéressant quand même de regarder, à un moment donné, est-ce que finalement, ce décalage perception qu'on peut avoir entre le réel et le virtuel ne peut pas induire quand même un certain mal-être de temps en temps. Ça, c'est quand même des questions pour le moment pour lesquelles on n'a pas de réponse, et donc ça ne sera pas forcément traité dans la thèse de Thomas, mais ça peut être un sujet qui peut être intéressant de regarder. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand on regarde un petit peu tout cela, si vous faites bien attention, on parle toujours de la perception, etc., du toucher, on parle toujours de l'humain, de celui qui est en train d'essayer, qui a son casque, etc. Et donc à un moment donné, il faut se dire que tout ce qu'on fait en réalité virtuelle, c'est parce qu'il y a un humain derrière. Sinon, on ne ferait pas, on n'utiliserait pas la réalité virtuelle, ce n'est pas la peine. On prend une machine qui fait la simulation tout seul et ça marche très bien. Mais le fait qu'il y ait un humain, ça change un peu les choses. Et ce qu'on observe souvent, c'est que les gens qui développent des systèmes de réalité virtuelle, ils le développent de manière... En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un architecte qui fait une maison. Si ce n'est pas lui qui habite la maison, on se rend compte qu'en fait, la maison n'est pas fonctionnelle, il y a toujours un problème, machin, ça a été mal conçu, etc. Je prends aussi l'exemple du clavier et de la souris. Celui qui a inventé ça, vous mettez une mamie devant qui n'a jamais vu ce que c'est qu'un clavier et une souris, elle ne va pas comprendre ce que c'est, comment ça marche, etc. C'est un petit peu la même chose avec la réalité virtuelle, la XR en général, c'est que souvent, c'est des outils qui sont développés par des informaticiens pour les informaticiens. Mais quand on n'est pas informaticien, quand on n'est pas expert de la réalité virtuelle, ce n'est pas forcément les outils qui sont évidents à utiliser. Et donc c'est toujours bien de prendre en compte quand même l'utilisateur à un moment donné. C'est des choses qui commencent à apparaître. Dans la littérature scientifique, on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à dire en fait, ouais, dans la XR, il y a quand même l'humain à un moment donné. Il faut un jour le remettre un peu au centre du processus. Et donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de XR centré humain, ce qui pour moi est un petit peu un pléonasme parce que normalement par définition la réalité virtuelle est quand même centrée sur l'humain, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Donc, jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'appelle toujours des rustines, des machins, un truc comme ça, parce que c'est finalement, on essaye de pallier un manque ou quoi que ce soit, mais on ne s'est vraiment jamais intéressé finalement, oui, l'utilisateur derrière tout ça, il est quand même là, quoi. Donc c'est pour ça, là, je parle effectivement d'XR centré humain, centré sur les usages, et Florian en parlera beaucoup mieux que moi de cela, ce qui pose quand même d'autres questions, et ce qui fait changer aussi un petit peu la manière de voir la XR. C'est-à-dire que la XR, c'est plus juste un outil comme ça, informatique, qui est joli, qui est drôle, etc., mais c'est vraiment un outil au service de l'humain, pour augmenter l'humain, pour améliorer ses performances. Du coup, je vais laisser Florian un petit peu donner le micro là, expliquer un petit peu ce qu'il fait aussi par rapport à tout ça. Donc, je suis Florian Larouche, je suis responsable de l'unité système centré sur l'humain au CATI. Alors, le CATI, je vais présenter un petit peu le CATI, parce que c'est un positionnement qui est un peu particulier. C'est le Centre Aquitain des technologies de l'information électronique. C'est un centre de transfert de technologie. En fait, les centres de transfert de technologie, leur mission, en gros, je simplifie le discours, mais c'est de faire le pont entre les entreprises et les laboratoires. En gros, l'idée, c'est de prendre les méthodologies et les technologies qui sont issues des laboratoires et les amener à maturité industrielle pour que les entreprises puissent bénéficier en fait, des innovations. Très rapidement, on a 3 équipes. Une équipe qui s'occupe de l'électronique, une équipe qui s'occupe de l'algorithme et des données, et une équipe qui est spécialisée dans l'intégration de l'humain avec les nouvelles technologies. On est une 50aine aujourd'hui, et on est des ingénieurs et des docteurs en fait, qui conçoivent et qui aident les entreprises à mieux concevoir les technologies avec un recul et technique et usage. Alors si on se centre un petit peu sur la thématique de
la discussion aujourd'hui. Je me sens juste sur la VR, mais nous, quand on accompagne les entreprises, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même, ce que vous disiez tous, en fait, c'est qu'il y a besoin de bien comprendre comment l'humain fonctionne et comment il interagit avec le système. Il y a plein de propriétés cognitives, motrices, physiologiques qu'il faut savoir prendre en compte pour mieux concevoir ce type de technologie. Et puis, il y a quelque chose qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, on pousse la technologie sans comprendre ce qu'elle va apporter. Et c'est un peu... c'est un peu contre-productif parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent à la fin, quand on a conçu notre système, qu'en fait, le système n'est pas adapté à l'utilisateur final. Et donc, on a investi du temps et de l'argent sur des choses qui sont ensuite difficiles à modifier. C'est ce que j'explique là, c'est la version techno-push, on pousse la technologie, alors qu'il y a d'autres méthodes qui permettent en fait de prendre en compte l'humain dans la boucle de conception très en amont. Voilà, l'idée de la conception centrée utilisateur, en fait, c'est d'arriver à intégrer l'humain au cours de la conception, de faire des tests, d'arrêter de faire des usines à gaz qui ne servent à rien, mais de se centrer sur les besoins finaux des utilisateurs. Ce qu'on remarque aussi en VR, en fait, c'est qu'il y a besoin de nombreuses compétences. C'est-à-dire que vous avez besoin de compétences en informatique, de développement 3D, modeleur 3D. Il faut connaître aussi le fonctionnement de l'humain, donc de la physiologie, de la cognition, de l'interaction de machine. Quand on parle de formation, il y a toute une partie maintenant pédagogie numérique qu'il faut maîtriser. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, pour une entreprise, c'est difficile en fait de capitaliser, d'avoir toutes ces connaissances et de concevoir en connaissance de cause. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore besoin de standardiser des méthodes d'évaluation pour que les entreprises puissent mieux concevoir des systèmes de réalité virtuelle. Et puis, changer un petit peu la mentalité sur la façon dont on va concevoir en recentrant la conception sur les besoins et pas forcément sur la technologie. Je peux donner un exemple très précis. On a accompagné une boîte qui développe des algorithmes d'intelligence artificielle, je ne dirais pas qui, bonne réponse à 80% de l'IA, on fait des tests utilisateurs. L'utilisateur, c'est nickel, ça fonctionne super. La personne me dit, je vais développer l'algorithme pour qu'il réponde à 95%. Écoute, je lui dis, je veux bien, mais ça fonctionne bien ton système. Il développe son système, il investit des milliers d'euros. Au final, quand on fait des tests utilisateurs, les résultats sont les mêmes. Donc en fait, on a poussé la technologie parce qu'on a eu des a priori, sauf qu'en fait, le besoin utilisateur n'était pas là, c'était déjà suffisant. Et c'est un peu ça là que je dis. Et sur la réalité virtuelle, c'est ce que je perçois souvent, c'est que les entreprises arrivent avec cette notion qu'on va révolutionner des choses, sauf qu'il faut toujours se recentrer sur qu'est-ce que va apporter quelle est la valeur apportée par la technologie. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que pour les entreprises, il y a un manque de standardisation, il y a beaucoup de choses à connaître. Et donc, on comprend qu'il y a des erreurs qui sont faites et qu'il faudrait arriver un peu à généraliser les méthodes de conception. Et donc, c'est là où j'en viens, c'est quels enjeux et opportunités pour recentrer la conception sur les usages. Donc, au CATI, nous, on a développé en fait une plateforme qui s'appelle la plateforme Pitch, plateforme d'évaluation cognitive et comportementale pour l'humain. Et l'idée de cette plateforme, en fait, c'est d'aider les entreprises à mieux concevoir leur système en leur proposant en gros une base de données de protocoles expérimentaux qui prennent en compte toutes les avancées scientifiques qui sont développées et qui permettent aux entreprises de ne pas forcément avoir le besoin de toutes ces compétences nécessaires, mais de pouvoir appliquer les concepts scientifiques dans leur conception et dans leur méthode d'évaluation. Donc Pitch, c'est une plateforme, en gros, c'est une grosse base de données de protocoles expérimentaux avec des outils qui vont vous permettre de faire des tests utilisateurs qui sont validés scientifiquement. C'est souvent des protocoles expérimentaux ou des outils que l'on utilise nous en interne dans nos projets et que des entreprises également se mettent à utiliser parce que ça standardise les façons de faire. Voilà, donc une façon de repositionner les usages, c'est aussi peut-être, voilà, il y a des outils qui existent maintenant qui sont accessibles aux entreprises, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous pouvez prendre des protocoles, les modifier, les réutiliser à votre guise, vous pouvez les partager, vous pouvez les valider, vous faire passer les expérimentations. Voilà. Alors après, juste un exemple, vous voulez par exemple, évaluer la performance d'apprentissage d'un système de réalité virtuelle.
Vous allez sur le site, vous tapez dans le moteur de recherche réalité virtuelle apprentissage. Le système va vous sortir tous les protocoles expérimentaux qu'on a utilisés, qu'on a validés scientifiquement et puis techniquement, hein, puisqu'on les a fait monter en maturité technologique. Et vous pouvez les réutiliser et faire vos expérimentations. Voilà. Il y a aussi une base de données de questionnaires. Et là, c'est un système aussi qui commence à être utilisé au niveau de la recherche. Parce qu'en fait, il permet aussi de standardiser les méthodes de conception. Et puis, on a toute une partie évaluation physiologique et comportementale qui intéresse les laboratoires de recherche. Donc voilà. Je pense que j'ai fini là, je vais m'arrêter là. Oh, merci beaucoup. Donc, je remarque en fait que dans le cadre de nos tests, surtout ceux qui a préparé Thomas avec l'encadrement de Jean-Rémy, on s'est posé cette question, quelle méthodologie d'évaluation pour certains tests, étant donné que nos plateformes sont tellement innovatrices que juste un questionnaire, qu'aujourd'hui ce sont des questionnaires plutôt subjectifs, où les gens mettent des mots dans les immatériels, c'est un peu difficile. On a eu un stage cet été dans lequel, pour la première fois, dans mon cas, on a fait une évaluation à partir des pictos, à partir des représentations picto. Les utilisateurs ils devaient dire c'est bon, c'est pas bon, mais il n'y a pas de mots, il y a des pictos, etc. Et donc voilà, ça m'intéresse, ça nous intéresse, je pense, de voir cette méthodologie qui peut être appliquée à nos tests et évaluations de nos nouvelles plateformes. Et c'est vraiment l'intérêt de la plateforme et du transfert de technologie en fait. En fait, tout ce que vous développez dans le cadre scientifique, nous on essaye de le rendre accessible à tout le monde parce qu'on sait que c'est compliqué en fait à mettre en place et parce qu'il y a besoin de compétences qui sont transversales. Et après, je pense qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser, c'est par exemple quand on intègre du sensoriel dans la réalité virtuelle, c'est qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur ? Est-ce que le physique va apporter quelque chose? Est-ce que la vision va apporter quelque chose? Et c'est des vraies questions parce qu'il y a toujours une course à l'immersion avec la réalité virtuelle et en fait elle est parfois très contre-productive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux exprimer. Oui. Donc je veux parler de mes clients. Donc à l'intérieur de Renault, on a les clients, ce sont mes collègues ingénieurs qui nous sollicitent en fait pour développer des plateformes immersives. Et très souvent, en fait, eux, ils se sont fait une idée à travers une conférence ou des choses qu'on vit à la télé. Ils viennent et disent, je veux faire j'appelle ça du digital, mais avec leurs mots, en disant, en fait, au dernier cas, on a une maquette physique, on veut digitaliser la maquette physique. Moi, professionnellement, j'aurais fait le contraire. Mais je suis d'une certaine manière obligé, d'en fait, d'écouter mon client, d'exagérer un peu la prestation en disant, même je dis, il y a trop de physique pour faire la simulation, on va s'arrêter là. Mais l'exercice a été très concluant en disant que c'était la seule manière vraiment d'écouter, donc il se voit écouter les clients et dit, il y a mon écoute. Il était confronté à la difficulté du physique vis-à-vis de la simulation, parce qu'en fait on a la difficulté de tracking, on a la difficulté de l'incarnation, et là, du coup, le next step, il a dit, le prochain projet, en fait, il va le faire dans le sens que nous, on a proposé. Mais maintenant, ça vient du client, ça ne vient pas de nous. Et je suis d'accord avec toi, où quand on fait des simulations sur l'intrusivité des masques à travers les ouvrants, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais je ne vois pas la cave à pied. Attention. Tu es en train de voir l'intrusivité des montants, ce n'est pas la cave à pied. Mais en fait, naturellement, nous sommes tous comme ça. On veut avoir la maquette finie, belle, avec des reflets, etc., même s'il ne participe pas aux évaluations de chaque métier. En fait, déjà, quand on est en immersif, en fait, c'est tellement réaliste que finalement, ils commencent à faire des choses un peu plus... Ils vont vérifier autre chose que celui qu'ils sont venus faire. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on se trouve dans cette difficulté.
Et donc, on est obligé d'avoir une maquette, la dernière maquette, au bon endroit, pas des demi-maquettes, parce que j'aurais pu couper la moitié la maquette parce que ça va faciliter la fluidité de vision. Mais dès qu'ils vont tourner, ils disent « Ah mince, il n'y a plus rien derrière, qu'est-ce qui se passe ?» C'est très perturbant. Donc, ils veulent tout. Ok, c'est ça l'autre défi technique, comment répondre à cette exigence exhaustive, vraiment très élevée, par rapport à un métier qui finalement il n'a pas besoin de tout ça. Mais voilà, on se met en état de marche. Oui, et puis on l'a remarqué aussi avec d'autres cas d'usage, avec d'autres industriels, je ne citerai pas non plus, qu'en fait, ils se mettent à regarder des choses qu'ils ne feraient jamais en réalité en plus. C'est-à-dire que typiquement, moi je l'ai fait aussi dans une voiture par exemple, on commence à toucher le plafond, etc. On ne fait jamais ça dans une vraie voiture, on ne s'amuse pas à toucher tous les éléments. Mais naturellement, on a envie de savoir, tiens, en fait, c'est marrant, on a envie de toucher un peu. Et même les industriels qui viennent nous voir et qui veulent développer des applications pour diverses raisons, ils vont commencer à titiller en fait sur des choses qu'ils ne feraient jamais, qu'ils ne titilleraient jamais dans la réalité. Donc ça pose quand même question de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent finalement au final? Et ça rejoint exactement ce que disait Florian, c'est de dire finalement c'est quoi le besoin? Pourquoi, enfin, la technologie finalement, elle apporte quoi pour eux? Donc c'est une vraie problématique qu'on a aussi tous les jours. J'ai un autre exemple, parce qu'en fait, avant d'être responsable, j'ai fait une thèse et un postdoc à l'INARIA, et en fait, on a essayé, ça englobe un peu tout ce qu'on dit, on a essayé de voir en fait si le niveau d'immersion avait un impact, quel était l'impact du niveau d'immersion sur un simulateur d'apprentissage. Et en gros, on a fait varier 3 choses. La stéroscopie, donc c'est-à-dire pouvoir percevoir la profondeur dans l'espace. Donc une expérimentation avec stéréoscopie, sans stéréoscopie. Le déplacement, c'est-à-dire traquer le mouvement du corps dans l'environnement, avec et sans. Et la taille de l'écran. On a fait varier 3 tailles d'écran, donc un cave. Le cave, c'est avec les 3 écrans sur le côté. Un écran qui faisait 1,50 m de diamètre et un autre qui faisait 50 cm. Donc, si vous prenez le top, c'est le cave, la stéroscopie, j'ai oublié le dernier, et le mouvement. Okay, donc, c'est là où on est le plus immergé. Et les résultats, ça a été... alors déjà, une difficulté, c'est d'évaluer les performances. Comment on évalue la performance de ces systèmes-là. Donc là, il y a des méthodes scientifiques qui existent pour faire ça. Et les résultats, en fait, c'était pas de stéréoscopie, un écran moyen et pas de tracking. Et donc là, ouais, mais en fait, ça dépend des cas d'usage. Oui. Et c'est là, je dis, attention, quand on développe ce type de système, on a des a priori sur la partie immersion. Et là, on s'est aperçu en fait que c'était contre-productif. Alors après, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, le système de je ne sais plus combien il coûtait, mais c'est peut-être 500 000 €. Et finalement, avec des systèmes à 5 ou 10 000 €, on arrive à des performances qui sont meilleures. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte quand on va concevoir ce type de système. Merci. Je crois qu'il y a une question. En fait, sur le besoin. Et dans le travail du besoin, il y a ce qu'arrive le client, il y a le besoin exprimé. Et derrière, il y a le besoin non exprimé. Et en fait, ce que vous dites, c'est qu'il va vous juger sur son besoin non exprimé. Donc, quand on travaille dessus, c'est lui faire exprimer son besoin non exprimé pour être sûr qu'à ce moment-là, entre ce qu'il vous dit au départ et le monter à la fin, on est bien en adéquation. Et c'est celui-là qui est le plus dur à... Oui, et en fait, c'est ce qui prend le plus de temps finalement dans un projet. Voilà. Mais c'est sur lequel on va être jugé. Ouais. Exprimer non exprimé. C'est-à-dire que quand on a le résultat d'une plateforme, les gens sont en train de chercher autre chose. Ou bien, ils disent, voilà, ok, tu es arrivé à ce niveau-là, en fait, on répond bien au cahier des charges. Mais la réalité virtuelle, ça ouvre tellement d'autres possibilités inimaginables par les gens. Parce qu'en fait, ils ne l'ont pas vu avant. Et donc là, dans le cas de l'XR Lab, en fait, nous avons vraiment créer une plateforme déployée industriellement. En fait, on fait des POC, proof of concept, avec les outils qu'on a, on les adapte, on a des petites mains, des grandes mains, etc., adapte des nouvelles technologies. Voilà ce que la plateforme va vous apporter. Maintenant, dites-nous, c'est conforme à ce que vous attendez et qu'est-ce que vous attendez plus. Et s'il y a le petit plus ou le grand plus, donc on continue à travailler sur le POC, jusqu'à vraiment arriver au niveau. Et à ce niveau-là, après, il accepte, il rentre
cette plateforme au niveau de l'étude de la voiture. Il rentre dans le cycle, en fait. Il devient une plateforme officielle de validation dans le cycle de conception de la voiture. Voilà. Une autre réaction? Non, j'allais dire, on voit des choses sur l'ergonomie de véhicules. Est-ce que vous avez commencé à travailler, je sais pas, sur des postes de production, sur d'autres types d'approches? Ah, alors nous, en fait, on est dans l'ingénierie très liée aux produits. Par contre, nous, on a beaucoup d'échanges avec nos collègues du manufacturing. Par exemple, le geste que je fais tout à l'heure, là, je parlais d'agencer le coffre arrière. Mais en fait, finalement, quelqu'un qui va faire un câblage dans son moteur, il est dans la même posture. Et donc, je communique beaucoup à mes collègues de manufacturing parce que finalement, sans regarder le contexte d'utilisation ou les use cases, en fait, on est au niveau fonctionnel. Qu'est-ce que c'est fonctionnel? Ça veut dire que je suis dans une posture d'équilibre avec un élément physique coincé entre les jambes. Voilà, c'est une façon en fait de travailler. Je ne travaille pas à leur use case, donc nous on échange au niveau de technologie et d'expérience. Je parlais tout à l'heure avec nos collègues sur le backpack, où je voulais utiliser la même chose parce qu'ils font lever ce fameux câble qu'on est relié au PC. Et eux, ils déploient ces outils technologiques. Et il y a des briques en fait qui m'intéressent, que je prends. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans les défis techniques et scientifiques, on veut avoir un tracking du corps et une reconstitution du corps non intrusif. Ça veut dire que des capteurs qui sont... on va vous habiller avec des petits billes ou des petits capteurs, c'est exclu parce qu'on veut vraiment avoir nos mains au contact du volant, nos mains au contact des interfaces et pas des gants qui, à la limite, ils vont contraindre. En fait, on ne va pas avoir les mêmes gestes, on va être avec un poids, etc. Voilà. Et donc, nous, on a pris l'option, quand il y a du physique, il faut l'y mettre. Et le vrai physique. Ou des éléments frités, voilà, pour avoir les bons gestes. Et vous utilisez un petit peu de prototypage rapide ou des choses comme ça? Tout à fait. Alors ça, c'est des voies qu'on continue à construire. Dans les passages, je ne sais pas si vous avez vu déjà l'année dernière, l'Hobibot, le robot en fait, du toucher virtuel, qui nous permet en fait de toucher le physique, en fait les matériaux. Bah, finalement, c'est en partie ça qui nous a inspiré en fait de continuer à travailler sur le sujet. Et on voit des opportunités, donc là c'est le futur en fait. On frite maintenant des objets, on les met au bout des robots. Thomas il a déjà fait l'exercice il y a plusieurs fois, dans lesquels en fait la robotique nous offre la flexibilité de juste friter la pièce, la mettre au bout du robot, donner l'ordre de positionnement et le robot vient la positionner, sans construire tout le mécanisme et le support derrière. Et là, on enlève la pièce, on enlève notre pièce qu'on veut digitaliser, ben on la met juste là. Voilà, c'est ça le futur de notre plateforme. Voilà, on commence à travailler, on travaille avec Clarté, on a ouvert un travail avec UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, pour travailler tous ces facteurs de robotique autour du digital. Voilà. On peut imaginer d'avoir plusieurs robots qui permettraient éventuellement de... Oui, c'est le but. C'est le but à moyen terme. Et j'ajouterais aussi un autre exemple de prototypage rapide et en plus recentré autour de l'humain. On est en train d'essayer d'implémenter un projet. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de déformation des casques, de la vision des casques liés aux lentilles. On essaie aussi dans nos mesures, que ce soit sur la caractérisation par exemple du body tracking ou justement cette mesure de déformation des lentilles, de toujours remettre l'humain au centre. En fait, quand une personne met un casque sur les yeux, elle ne va pas le mettre de la même manière qu'une autre personne. Ça, c'est par rapport à nos caractéristiques morphologiques, à notre expérience, etc. Par exemple, entre moi et Ravière, j'ai le nez un peu plus long, un peu plus sur le côté, et donc le casque ne va pas être positionné pareil. Les lentilles, du coup, ne vont pas être positionnées de la même manière par rapport à mes yeux, et donc les corrections des déformations ne vont pas être appliquées de la même manière, et on n'aura pas une même vision. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on est en train de développer et de mettre en place une plateforme de caractérisation des casques,
relié du coup à un process après de prototypage rapide pour en fait caractériser les morphologies des personnes et pouvoir créer par exemple des masques en mousse adaptés à chaque personne qui du coup viendrait, avant de faire son expérience en réalité virtuelle, mettre un casque, un petit masque en mousse adapté à la morphologie de son visage pour que chaque personne du coup ait le même réglage et la même vision dans un casque. Ça c'est par exemple un exemple du prototypage rapide qu'on peut faire avec les moyens qu'on a à Renault. Juste une question pour la géolocalisation des mouvements et des membres. Est-ce que vous avez travaillé autre chose que mettre des capteurs, mais par exemple lidar, photogrammétrie, une autre technique de vision Oui, c'est ça. Oui, bah, beaucoup. Là, en ce moment, du coup, vu qu'on essaie on essaie de s'orienter sur de l'IA, du repérage de squelettes, etc. On veut surtout pas de tracking invasif. Exactement. On est plus. Vous voulez une marque, une techno? On a la Kinect, en fait. Ouais, tout ce qui est Kinect, Stereolabs, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Non, on n'a pas trouvé de choses révolutionnaires. Aujourd'hui, on a bien vu, et c'est une ordre aussi, pas une ordre, une consigne des ergonomes produits, ce n'est pas le process, de ne pas équiper les gens. Et qu'ils viennent avec leurs chaussures, leurs pantalons ou leurs vestes et ses mains à nu pour venir faire d'interaction. Déjà, le casque, pour eux, c'est une aberration. C'est pour ça que certains préfèrent le quai parce que c'est juste des petites lunettes, voilà. Mais dans le quai, on ne peut pas faire le digital. Voilà. Donc en fait, il faut trouver le compromis entre l'un et l'autre. Voilà. J'ajouterais, on a fait récemment, du coup, avec notre stagiaire de l'ENSAM du semestre dernier, on a fait une manip justement en VR où on comparait pour une application digitale, donc qui était juste de prendre une petite bouteille, de manipuler une bouteille, 3 moyens d'incarnation différents qui sont les plus référencés dans la littérature. Donc une représentation riguée, donc classique, avec une Kinect Azure qui vient rassocier un squelette, un MetaHuman. Une représentation nuage de points, donc avec une Kinect Azure pareil qui vient faire avec son lidar un nuage de points, une reconstitution. Et après avec un Varjo XR3, une représentation incrustée, donc en réalité mixte. Ce qui en est sorti globalement, c'est que la réalité mixte met une raclée à toutes les autres, parce que du coup la personne se revoit exactement. Mais ce n'est pas une solution miracle, ça apporte d'autres verrous technologiques, notamment nous, pour les cockpits véhicules, on a un souci entre le point de vue en réalité mixte et le point de vue en réalité virtuelle. En fait, quand vous avez un casque, je reprends le Varjo puisque c'est celui qu'on utilise, le point de vue de réalité virtuelle de l'utilisateur, quand le casque est en mode réalité virtuelle, il est entre les deux yeux, à l'intérieur du casque. Alors que quand on passe en mode réalité mixte, le point de vue de l'utilisateur en réalité mixte passe à 5 cm devant, entre les deux caméras de réalité mixte sur le casque. Et donc, il y a une projection vers l'avant. C'est ça. Et donc, on a un changement du point de vue de l'utilisateur. Et par exemple, pour certains cas de validation, comme des visibilités compteurs derrière un volant, le masque change à cause de ce changement de point de vue. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour l'instant, malheureusement. Et en réalité mixte, vous tendez vos mains et vous voyez que vos mains sont plus courtes que le normal. Voilà. Donc, c'est un exemple. Il n'y a pas de possibilité de régler c'est un jeu, quand on règle, moi j'appelle ça la profondeur de la caméra vidéo, en fait la seule chose c'est qu'on déforme pour avoir l'impression que ça propulse. Mais je mets souvent l'exemple, vous mettez vos 2 doigts, un qui cache l'autre, et vous mettez le casque, finalement vous allez voir l'autre doigt. Et même si vous faites des artifices vidéo, vous verrez toujours l'autre doigt. Ça ne va pas corriger la parallaxe en fait qui est produit par le fait qu'il est là. Il y a un autre mouvement, et ça je le mets aussi en exemple, quand vous faites ce qu'on appelle nous vision latérale, ça veut dire que vous avez 5 cm, donc vous voyez votre portière à gauche, une vue plongeante plus grande que ce que vous devez avoir, parce que vous êtes en réalité mixte. Et quand vous bougez la tête, le mouvement de tête il est beaucoup plus important parce que c'est comme si vous avez vos yeux 5 cm plus loin. Et forcément, la vitesse tangentielle à 5 cm est plus importante que par rapport à ce que vous faites ici. Voilà. Une autre question, ça ira.
Le côté, vous visez un côté opérationnel, d'ici combien de temps à peu près? Opérationnel. C'est-à-dire de finalement proposer ce type de solution aux équipes de projet, de pouvoir, je dirais, se plonger dans du Figital, oui. Je dirais, dans le process à proprement parler, le développement d'un produit. Alors, c'est long dans le sens où il faut vraiment convaincre. Donc, on fait en fait un POC qui est évolutif, qui va s'adapter à la demande du client. Et ça nous prend à peu près 6 mois, 1 an, pour que vraiment ils soient convaincus. Et on fait des comparatifs physiques et numériques. On a un truc qui s'appelle, un use case qui s'appelle alignement volant. Ça fait 1 an qu'on travaille. Alignement volant, c'est quand les gens subjectivement ils croient que le volant il est mal réglé, mais ils sont influencés par une géométrie ou un design du cockpit ou peut-être l'affichage. Bon, ça fait 1 an qu'on travaille et on est encore à essayer de voir quels sont les éléments qu'on aurait pu oublier, malgré que les derniers essais on a fait du physique et du numérique, on est exactement à la même valeur. Mais c'est un peu dur, en fait, dès qu'ils arrêtent de faire du physique. En fait, c'est ça, la peur du changement, en disant, j'aurai plus le contrôle ou la maîtrise de ça, maintenant je dois passer par une équipe pour faire ça. Voilà, en fait, c'est plus ou moins ce type de choses. Ils sont convaincus, mais ils doivent lâcher quelque chose. Et c'est là où c'est difficile que chaque métier puisse lâcher quelque chose. Une maquette physique qui est dans un atelier où ils ont la clé, et maintenant il faut passer par un truc numérique où c'est nous qui, pour l'instant, on maîtrise. Et l'idéal, c'est créer des plateformes clés en main. Et maintenant, un métier, vous l'utilisez par vous-même. Voilà. On y travaille, mais ce n'est pas à court terme, c'est long. Dernière petite question, au niveau des designers qui sont souvent, surtout dans l'automobile, des gens qui sont très pointilleux et très méticuleux, je ne sais pas comment on peut les caractériser, mais qui sont très fins dans leur perception des environnements. Comment ils perçoivent ce type d'environnement? Alors, par rapport au design et à l'ingénierie, en fait, à l'ingénierie, on est au millimètre au degré. Ça veut dire que nous, on doit même prouver à l'ingénieur et aux ergonomes que les moyens que nous mettons en place, elle est parfaitement vérifiable. Si je me permets, Benoît, au design, en fait, les millimètres, ils ne vont pas trop s'inquiéter. Eux, ils sont là pour vendre un concept. Ils vont mettre ça, en fait, quand je dis il faut vraiment le mettre au millimètre, il dit c'est pas vraiment notre souci, c'est juste voir l'objet tel comme je le verrai avec mes yeux. Et si je suis plus bas ou plus haut, ils me disent franchement, je ne me pose pas cette question. Voilà. Le problème, c'est quand les ingénieurs viennent voir des choses de design et ils se font un jugement. Et moi, je dis au design, il faut quand même les avertir à la méthode dans laquelle vous avez placé. Mais malheureusement, comment on appelle ça? On va expliquer aux gens la méthode de calibration. Ils disent, tiens, c'est tellement réaliste que finalement, on oublie cette partie-là. Ça devient un peu antinomique, parce que finalement, on se dit qu'il faut remonter le maximum d'informations d'une maquette dès qu'elle commence à être réalisée. Oui. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, le designer, il fait, bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas son souci. Lui, son souci, c'est la matière, la représentation, la géométrie, le design. Ils vont mettre en valeur des éclats ou des brillances. Benoît, tu m'arrêtes si... Après, il y a plein de phases différentes de style, parce qu'on parle de confusion. Design style, oui. Voilà. Mais il y a différents métiers, il y a des étapes pour les comparaisons et la mise en valeur d'un design pour une compétition de style. Et donc là, on a le droit de tricher aussi. Sur la mise en linéaire, après on a des évolutions, etc. Des choses comme ça. Et après, plus on avance, plus forcément, on va sur quelque chose qui est industriel. Donc des fois, il y a des designs industriels qui sont déjà dans la faisabilité, qui parlent d'une contrainte, donc ils peuvent demander comme nous d'ingénierie, la précision pour valider dans certaines périodes. Parce que moi j'ai des souvenirs d'avoir vu des choses où vous aviez des modifications de fournisseurs, où on passe d'un matériau où on a 2-3 degrés de dépouille à quelque chose qui a 10 degrés de dépouille.
ça change complètement le style quand même de pièce. Donc, je dirais c'est designer encore son mot à dire. Enfin voilà, c'est quand même la vie finalement du modèle 3D je dirais tout au long de sa création. Et nous, dans le souci de devenir encore plus précis, on est en train d'abandonner un peu ce support de réalité virtuelle fait pour les jeux vidéo, parce qu'il y a des dérives, il n'est pas assez précis. Et je suis en train d'installer des systèmes ART pour être vraiment précis et sans dérive. Et le design, en fait, c'est pas pour l'instant, hein, peut-être on va arriver à converger les mêmes intérêts ensemble, mais pour l'instant, c'est pas le souci. Ils disent, voilà, en fait, eux, ils veulent avoir un truc rapide, représentatif, qui fait vendre leur concept, quitte à tricher un tout petit peu, incliner un peu plus la voiture, parce qu'elle fera plus visuellement sportif. Mais dans la réalité, elle fait. Au final, le produit designer de sa voiture, la voiture qui sont dans la rue correspond à l'intention design qui ne destinait pas. Donc il y a bien ce souci aussi de représentativité. C'est juste la finesse qui est différente de la manière d'apprendre. J'ai des souvenirs justement entre ces maquettes de style et ces maquettes qui étaient un peu plus ingénierie. On a d'avoir vu des véhicules où leur tout, le véhicule était complètement explosé, les porte-à-faux complètement explosés. Alors c'est vrai que du coup le véhicule, il est chouette. Quand on commence à le remettre dans son contexte, ça ne représente plus du tout le geste finalement qu'avait voulu le styliste, le designer au départ. C'est là où je dirais que la démarche est un peu dommage. Quand on connaît les contraintes, de ne pas intégrer tout de suite les contraintes par rapport à l'environnement. Et c'est pour ça que maintenant chez Renault, on a des instances transversales, donc Benoît, lui l'expert et moi je suis son référent. Pour mettre en fait en lien tant le design et l'ingénierie pour qu'on converge dans une plateforme commune, soit un quai ou un casque, et parler le même langage. Par exemple, tu as parlé de l'ingénierie, l'ingénierie va dire il faut baisser un peu plus le capot parce que la pénétration dans l'air n'est pas au top. Même si la ligne est très jolie, ça nous fait ralentir. Et donc, ça, c'est notre rôle, en fait, de mettre les gens dans la même pièce. Mettez-vous d'accord. Mais voilà les plateformes en commun pour que vous voyez les choses avec le même langage, en fait. Il y a un mindset, le concurrent japonais, ils font une voiture qui est fonctionnelle et ensuite ils font un design par-dessus. Nous, on est latin, on fait des belles voitures et après, on essaie de faire entrer comme notamment, mais on fait bien aussi. C'est juste que la démarche est différente. Elle est différente. Bien. Oui, je pense. C'était très passionnant. Merci à tous. Merci.